Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Les sapeurs-pompiers de Monaco changent d'insigne, emblème d'une histoire, d'une unité et d'une appartenance. Il s'agit là d'un symbole fort pour une unité militaire. Nous reviendrons dans quelques instants sur ce moment historique pour le corps avec Maxime Ivrard. Troisième du championnat de Ligue 1, une qualification en Ligue des Champions. L'AS Monaco dresse le bilan de sa saison et envisage déjà l'avenir. Le directeur général du club de la Principauté, Thiago Scuro, sera notre invité. J-7 avant les Jeux des petits États d'Europe à Andorre. Tout au long de la semaine, nous vous ferons découvrir une partie de la délégation monégasque. Ce soir, coup de projecteur sur la plus jeune athlète qui portera les couleurs de Monaco au JPE, Elisa Nicandrov. Et puis Isabelle Faust, invitée spéciale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la virtuose allemande est venue avec son violon qui possède une histoire bien particulière. Mais avant de développer ces titres, nous avons appris aujourd'hui la disparition de Michel Sosso, conseiller de gouvernement pour les travaux publics et les affaires sociales de 1995 à 2000. Il avait également occupé les fonctions de président de la commission de protection des informations nominatives et de directeur de la SMEG. Pour la troisième fois de son histoire, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco a un nouvel insigne. Il a été remis ce matin lors d'une cérémonie au centre de secours de la Condamine. Que représente ce nouvel insigne? Quel en est son symbole et son histoire? Maxime Ivrard, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Cette cérémonie revêt un caractère particulier pour le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Oui, tout à fait, c'est historique pour une unité militaire et notamment pour le corps des sapeurs-pompiers de Monaco, de changer d'insigne. Que représente cet insigne? Qu'est-ce qu'il incarne pour le corps? Alors l'insigne, il incarne les valeurs du corps et le métier, l'histoire du corps, donc au travers d'un certain nombre d'objets qui sont inscrits sur l'insigne qu'on appelle pucelle chez nous les militaires. Et on l'entend, pour les pompiers, c'est vraiment un symbole fort. Oui, c'est un symbole fort parce que c'est un symbole d'attachement, de fierté d'appartenance à un corps. Et c'est pour ça que la pucelle, l'insigne, doit raconter une histoire et doit être belle, forcément, pour que le militaire soit fier de l'apporter en tout temps. Oui, justement, quelle est l'histoire de ce nouvel insigne? Alors ce nouvel insigne, il a été validé par le prince Albert II. En fait, l'objectif était qu'il redevienne identitaire, c'est-à-dire qu'il reprenne vraiment les armoiries et l'histoire de la principauté. Donc on s'est repenché sur l'histoire du corps et on a pris comme référence l'insigne qui avait été mis en place avant l'insigne qu'on portait dernièrement, qui était un peu trop français au sens des armoiries. Et là, on est vraiment revenu sur l'histoire de la principauté et du corps en repartant sur ce premier insigne du corps et en le modernisant bien évidemment. Et à quoi il ressemble, colonel, cet insigne? Quels sont ces détails qui racontent une histoire? Alors cet insigne, en fait, il a plusieurs objets dessus. Il a forcément en partie haute la couronne princière. Après, il est essentiellement de couleur rouge et blanche aux couleurs du drapeau national. Dessus, on retrouve les haches et les flammes, donc qui sont des symboles forts du corps des sapeurs-pompiers. Notre devise, courage, dévouement, sacrifice. Et puis le monogramme d'Albert Ier, le prince fondateur du corps des sapeurs-pompiers de Monaco en 1909. Et à l'arrière, on retrouve le monogramme Albert II, qui a été le prince qui a validé ce nouvel insigne. On peut dire aussi que cet insigne est le reflet d'unité également? Oui, c'est un symbole d'unité et c'est important dans nos professions, chez les militaires, d'être fiers et d'avoir un sentiment d'appartenance au corps. En fait, quand on parle du corps des sapeurs-pompiers ou d'un corps militaire, en fait, ça va jusqu'à l'insigne qui représente le corps. Et qui raconte une histoire. Merci Maxime Ivrard d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer ce moment historique pour le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Merci beaucoup. Merci Émilie, bonne soirée. Dans le reste de l'actualité, après le vote de la proposition de loi sur l'IVG jeudi dernier, l'archevêque de Monaco a fait part de sa réaction dans une lettre pastorale. Monseigneur David y partage ses préoccupations et énumère sous 14 points sa réflexion sur le sujet. L'archevêque précise, je cite, qu'il y a un beau défi à relever pour promouvoir la vie et non la mort.
L'Église sera toujours présente pour une ambitieuse politique de la famille à Monaco, avant d'ajouter que la religion d'État ne peut être réduite à une simple tradition et de conclure si tout l'ADN de la principauté ne réside pas dans le catholicisme. Sans le catholicisme, la principauté ne possède plus tout son ADN. Cette lettre pastorale est à retrouver dans son intégralité sur le www.diocèse.mc. L'AS Monaco FC dresse le bilan de sa saison. Le club de la Principauté a convié la presse aujourd'hui pour revenir sur cette année marquée par un retour en Ligue des Champions et le centenaire du club, mais aussi évoquer l'avenir. Le directeur général de l'AS Monaco est en duplex avec nous depuis le centre de performance de la Turbie. Bonsoir Thiago Scuro. Bonsoir. Une 3e place en championnat, une qualification en Ligue des Champions. Quel regard portez-vous sur la saison de l'AS Monaco? Well, I consider a very good season. In different directions. First, we could celebrate the 100 years anniversary of the club in a very good mood, hosting big games, having Champions League back to Monaco after 5 years. The centenary night was magic, scoring on the last minute, even bringing a lot of emotion to our fans. And of course, finishing the season, bringing Champions League back to Monaco, shows that we did a good job. So we are pretty much happy with the season we've been doing. And I just use the opportunity also to thank you, our fans, our community, for the support, for joining this journey with us. Est-ce que vous nourrissez quelques regrets quand même, en Ligue des Champions ou en Coupe de France par exemple? Well, I wouldn't say regrets, but for sure expectations. I do believe that we could go further in Champions League. Didn't happen. We have the chance to come back. Let's work now for do this next season. And of course, on the French Cup, I also believe that Monaco can make a bigger impact. We are a historic winner of French Cup and we need to come back for this next year. Thiago, vous avez déclaré aujourd'hui que l'un des principaux objectifs du club sera de créer une culture de la gagne. Qu'entendez-vous par là? Yeah, for sure. Like on those moments where we had some crucial games, we could work better our mindset, our whole organization, understanding of how important it is to be every day on high level, to raise the bar on the standards. The challenge will be bigger and bigger year by year according to our development and success. I do believe that we progressed a lot in terms of mentality, in terms of competitiveness, but for sure it's something to put more attention for reaching our goals in front of us. Adi Hütter a prolongé son contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2027. C'est la confirmation qu'il joue un rôle clé pour mener les ambitions du club? Yeah, clearly head coaches are key pillars on football industry. The main leadership, connecting the management and the players, leading our strategy on the pitch. Adi is doing a great job on those 2 years, which also showed that we had the capacity to recruit a very good head coach adapted to the culture of the club and what we want to build. We are very happy of the extension of the contract to keep having Adi leading our players in our goals. Vous parlez recrutement, Eric Dier a été la première grande annonce du club. Je sais qu'il est encore tôt pour parler mercato, mais est-ce que le club a déjà ciblé des profils? Yeah, we are very happy with the arrival of Dier. We've been working a lot already, looking for the next season. We are believing that we can make our squad stronger, more balanced, with more options, more to come for sure. We are working hard and hard to bring more options to our coach Adi Hütter to face the challenge of a crowded calendar with international competition, to go further on French Cup and of course to be on the top of Ligue 1 since the beginning. Un mot, Thiago Scuro, sur les supporters qui vous ont accompagné tout au long de la saison, à domicile et à l'extérieur. Ils ont été nombreux. Yeah, thank you so much for all the fans. Thank you so much for our community in Monaco and all the cities around us. You've been a big part of this growing success. Coming to Stade Louis II, supporting the team, joining the open trainings that we do, showing a lot of care and love to our players. Dernière question sur la pré-saison. Est-ce que le programme est déjà défini? Yes, it is. We come back 26th of June on the first phase. All the international players will come 2 of July to start the preparation. We're gonna go for England on St. George Park for the camp. And soon you guys will have a lot of news about the friendly games we're gonna play. We expect to face big clubs during our preparation to make ourselves ready for the next season.
Et nous suivrons bien évidemment cela de près. Merci Thiago Scuro de nous avoir accordé de votre temps et bonne chance dans la préparation de cette prochaine saison. Merci beaucoup à tous, à bientôt. Vous avez peut-être suivi l'événement en direct sur Monaco Info ce week-end. La 42e édition du meeting international de natation de Monte-Carlo s'est déroulée samedi et dimanche dans le bassin du stade Louis II. Pour en parler, Frédéric Elion nous a rejoint en studio. Frédéric, vous avez commenté cette compétition avec Olivier Nicolas. Quels ont été les temps forts de ce week-end ? Comme chaque année, Émilie, on a eu un très beau plateau sur ce meeting international de natation de Monte-Carlo, malgré l'absence de la délégation japonaise à quelques mois des championnats du monde de Singapour. 10 mois après les Jeux Olympiques, on a revu certains athlètes qui avaient brillé à Paris, notamment la nageuse de Hong Kong, Siobhan Ogi, double médaillée de bronze sur le 100 mètres et le 200 mètres nage libre à Paris. Eh bien, elle a fait coup double sur ces deux distances. À Monaco, elle remporte le 200 mètres nage libre en 1,56,45, puis récidive le lendemain sur le 100 nage libre avec beaucoup moins de marge, une victoire à la touche devant la néerlandaise Milou van Wijk et la pépite italienne Sara Curtis. Toujours côté transalpin, Nicolo Martinenghi, champion olympique du 100 mètres brasse à Paris, a été battu à Monaco sur cette distance, dominé par le Biélorusse Ilya Shimanovic qui concourait sous bannière neutre. Les deux nageurs ont cassé la barre de la minute, 59,77 pour Shimanovic, 59,94 pour Martinenghi. Spécificité du meeting international de natation de Monte-Carlo, le tournoi de vitesse nous a offert des performances de haut niveau, avec notamment un record du meeting et du Mare Nostrum pour le russe Kolesnikov, qui concourait aussi sous bannière neutre sur le 50 mètres d'eau, son temps 24 secondes 44. Enfin, félicitations également aux nombreux nageurs et nageuses de l'AS Monaco Natation et de la Fédération monégasque de natation qui se sont hissés en finale A ou en finale B tout au long du week-end. De bon augure avant les Jeux des petits États d'Europe en Andorre la semaine prochaine. Oui, justement, J-7 avant les Jeux des petits États d'Europe, un événement que nous vous ferons vivre quotidiennement sur Monaco Info, avec des rencontres, des interviews et des reportages dans le magazine JPE, le débrief. Cette semaine, nous allons faire plus ample connaissance avec des membres de la délégation monégasque qui ont un profil atypique. Coup de projecteur ce soir sur la plus jeune athlète qui portera les couleurs de la principauté à Andorre. Elle a 14 ans et fait de la natation. Elle s'appelle Elisa Nicandrov. Son portrait est signé Frédéric Elion sur des images de Camille Caloni. Elle avait à peine 1 an quand Florent Manodou décrochait son titre olympique à Londres en 2012 sur le 50 mètres nage libre. Elisa Nicandrov est la plus jeune athlète de la délégation monégasque aux Jeux des petits États d'Europe d'Andorre. Scolarisée au collège Charles III, elle a débuté la natation à 5 ans. J'ai commencé parce que j'avais un arthrite. Du coup, les docteurs m'ont dit de faire beaucoup de sport. Donc j'ai commencé par la natation et tennis et j'ai adoré la natation. Du coup, j'ai continué. Je suis arrivée à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu justement tout de suite quand t'es rentrée dans un bassin? Bah tout. Je me sentais très bien dans l'eau, je me sens là bien et j'adore ce sport. Donc voilà. Après 5 années passées à l'ONN, à Nice, Elisa rejoint l'AS Monaco Natation il y a 3 ans. Son grand gabarit, pour son âge, lui permet de parfaitement s'exprimer dans l'eau. Elle aborde ces Jeux des petits États d'Europe sans pression. C'est vraiment incroyable, je suis contente de participer à ces Jeux des petits États. Comment est-ce que tu les prépares ces Jeux? Mentalement et physiquement aussi pour être forte, voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux, voilà. C'est ma spécialité, le dos plutôt, et le catenage aussi j'aime bien. Comme Elisa, beaucoup de jeunes nageurs et nageuses défendront les couleurs monégasques en Andorre. Une bonne préparation pour les prochains JPEE de 2027 qui se dérouleront à Monaco. Et notez que la cérémonie d'ouverture des Jeux des petits États d'Europe sera à suivre en direct depuis Andorre, lundi 26 mai à partir de 21h30. Intéressons-nous à présent à un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui séduit de nombreux entrepreneurs, le coworking. Ce concept qui propose des espaces de travail partagés a le vent en poupe. Il propose généralement une multitude de services. Exemple ce soir au Monte-Carlo Business Center qui vient d'ouvrir une nouvelle adresse. Le reportage de Fabien Brugnia et Marie-Ève Béhy. Une cinquantaine de professionnels se sont réunis pour découvrir le MCBC 3, le nouveau centre d'affaires du Monte-Carlo Business Center situé au Luciana, avenue Kennedy, à 2 pas du Yacht Club de Monaco face au circuit de Formule 1.
Avec ses 250 mètres carrés, ce centre d'affaires est réparti sur 2 niveaux. Il propose des bureaux individuels, des open space et une salle de réunion. Sur ces 250 mètres carrés, on va avoir une vingtaine de postes d'open space, ainsi que 5 bureaux exclusifs, un de 25 mètres carrés, 2 de 12 et 2 de 9. On a choisi comme particularité de surtout, étant donné que nous sommes proches du port, de venir ajouter des hublots, de garder un esprit un peu bateau, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup le bois, on va utiliser beaucoup de matières un peu sombres pour venir rappeler le pont d'un bateau. Ensuite, bien sûr, on a cette magnifique vue plongeante sur le port et petit pont aussi sur le Grand Prix qui arrive bientôt. On a également une vue plongeante sur la piste. Après le centre commercial Le Métropole et le boulevard Princesse Charlotte, le Monte Carlo Business Center a donc élargi son offre avec ce 3e site situé avenue Kennedy dans le nouvel immeuble Le Luciana. Des airs d'Haydn, de Mozart et de Beethoven ont résonné dimanche à la salle Garnier lors du dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La virtuose allemande Isabelle Faust était la prestigieuse invitée de l'OPMC. Elle est venue avec son violon qui possède une histoire bien particulière. Plus de détails avec José Sacré. Ce violon est un Stradivarius de 1704. Ce violon a le nom La Belle au bois dormant parce qu'il a une histoire un peu particulière. Il a été oublié dans un château pendant apparemment 150 ans, plus ou moins. Et donc après, quelqu'un a dû le réveiller. Avec ce violon magnifique et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Giovanni Antonini, Isabelle Faust a enchanté le public de la salle Garnier dimanche 18 mai dans le concerto numéro 4 pour violon en ré majeur de Mozart. C'est de la musique tellement gaie et tellement pure et tellement lumineuse, ça donne toujours de l'énergie. Je joue un peu de tout, c'est vrai, et avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de respect de Mozart. Je trouve que l'orchestre a vraiment bien répondu. Ils ont vraiment bien joué et ils étaient très attentifs et ils ont vraiment joué la balle. Outre ce concerto de Mozart, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la symphonie numéro 39 de Haydn et la célébrissime symphonie numéro 6, la pastorale de Beethoven. Place à présent à votre rendez-vous habituel, Ceux qui font Monaco, qui vous permet de découvrir des artisans, des restaurateurs, des commerçants qui participent au rayonnement de la principauté. Ce soir, nous retrouvons Christine Dapetit juste à temps pour découvrir une nouvelle enseigne. Être à l'heure, ce n'est pas ma spécialité, mais est-ce la vôtre? En tout cas, c'est la spécialité ici de la boutique Hours, qui est située au 36 boulevard des Moulins. Et vous allez voir comment toute cette belle histoire est née. J'ai eu un parcours d'une expérience de 27 années de vente dans l'horlogerie. De manière générale, j'ai été pendant 17 ans employé dans d'autres maisons. Je suis depuis 21 ans à Monaco. J'ai travaillé dans des maisons qui étaient ce qu'on appelle des multimarques, des magasins qui vendent plusieurs marques. Alors fort de 2 expériences dans 2 grandes maisons qui avaient elles-mêmes une vingtaine de marques, j'ai appris à connaître un large horizon des marques horlogères, des maisons, de leur histoire, de leur collection, de tout ce qui fait l'ADN de certaines maisons. Et avec cette expérience-là, j'ai eu un backup assez important et je suis passé après, au bout de 17 ans du statut d'employé, à l'expérience d'entrepreneuriat en principauté et je suis à mon compte depuis 10 ans où j'ai ouvert cette boutique au boulevard des Moulins de montres d'occasion. Je ne représente aucune maison, mais par contre je rachète, je reprends ou parfois en dépôt-vente des marques que j'ai connues, parfois des montres que j'ai vendues à certains clients pour les remettre en état et les revendre à d'autres personnes. L'ADN de notre métier, c'est
certains objets qui ne font plus satisfaction à certains clients qui vont avoir une deuxième vie avec d'autres clients. Les montres les plus recherchées sont souvent des montres en série limitée, souvent des montres rares ou souvent des montres avec une esthétique assez particulière parce que en principauté, ce qui est 85% de ma clientèle, ce sont les résidents, ce sont des gens qui ont déjà des montres, ils ne sont pas à leur première montre quand ils viennent chez moi, mais au lieu de se diriger vers des boutiques qui font officiellement certaines montres, le collectionneur n'a pas d'autre choix que de venir chez des confrères ou chez nous parce que ces montres-là sont sorties de collection. On ne les fait plus, on ne les trouve plus, ils les veulent, donc ils n'ont pas d'autre choix que de venir. Donc forcément, il y a des marques récurrentes, il y a ce qu'on appelle les trois plus fortes qui vont être Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. On a également Cartier pour les femmes parce que les femmes se mettent maintenant aussi à acheter et vendre des montres d'occasion. Elles aiment changer leur dressing, elles aiment aussi rhabiller leurs poignets. Et les pépites, en fait, ça n'existe pas dans le sens où ça peut être une pépite pour vous et pas pour moi. Il n'y a pas de montre particulièrement standard qui va faire que ça va plaire à tout le monde. Les gens sont hétéroclites. Les goûts sont différents, donc il va y avoir une pépite pour une certaine clientèle et ça ne va pas l'être pour l'autre. Donc je ne peux pas vraiment nommer un produit, il va falloir passer les voir. Et sachez qu'ici, on vous reçoit du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h. Et sachez que tous les numéros de Ceux qui font Monaco sont à découvrir sur notre chaîne YouTube. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et la 42e édition du meeting international de natation de Monte-Carlo. À suivre la météo de Christine Dapetit, puis les experts basket avec Frédéric Elion et Ali Traoré. Ils évoqueront notamment le Final Four d'Euroleague à venir. Excellente soirée à tous et à demain, 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, et bien demain sortez les parapluies, il pleuvra du matin jusqu'au soir, attention aux risques orageux et puis sinon les températures seront comprises entre 17 et 19 degrés. Demain nous souhaiterons une bonne fête à tous les Bernardins. Alors Saint Bernardin était un prédicateur franciscain du XVe siècle qui était un grand défenseur du saint nom de Jésus. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.